Et puis, on va essayer de voir comment la génétique des cancers médulaires de la thyroïde illustre justement le propos développé par Jacques Bringer. C'est-à-dire comment on va, à partir de l'examen de caractéristiques génétiques, d'une médecine d'abord prédictive pour aller vers une médecine dite personnalisée. On verra ce qu'il y a un peu derrière ces termes. Je voudrais vous raconter cette histoire, malheureusement elle n'apparaît pas très bien. C'est un autre concept. C'est comment on passe de l'état d'endocrinologue que j'étais à l'état d'oncogénéticien. Cette histoire, à 20 ans, on est dans le service d'endocrinologie de Montpellier. On reçoit, je m'en souviendra, une dame qui est enceinte de quelques mois, et elle est enceinte de jumeaux, et à l'échographie, on trouve une tumeur surrénalienne. Donc moi, je suis fraîchement chef de clinique, et j'interroge cette femme, elle me dit, voilà, dans ma famille, j'ai une cousine qui a eu un cancer médulaire de la thyroïde, j'ai une tante qui a eu un cancer médulaire de la thyroïde, et j'ai enfin une petite cousine qui a eu une tumeur des surrénales à 2 ans. Je dis, bon sang, mais c'est bien sûr, voilà un M2A. Et donc on fait une analyse génétique qui surprend un petit peu parce que là c'est négatif. Par contre, on trouve bien chez les femmes qui ont un cancer médulaire de la thyroïde une mutation du gène RAID qui va animer notre propos. Pour la petite histoire, cette dame qui avait une tumeur surrénalienne s'est avérée être un corticosurrénalome. Cette tumeur était aussi un corticosurrénalome. En fait, on a un autre syndrome de prédisposition héréditaire. Enfin, moi, ça suffit pour que je bifurque à ce moment-là. Ceci dit, je suis très heureux d'être devant vous et d'avoir pu retrouver plein d'amis hier soir. Donc, qu'est-ce qu'on entend? Parce que c'est un peu pompeux, médecine prédictive, médecine personnalisée, c'est vraiment de la médecine. Soit on fait du dépistage et de la prévention, ce qu'on appelle la médecine prédictive, le terme est discuté, peu importe. C'est juste, j'utilise les caractéristiques génétiques d'une personne pour une prise en charge en amont, de dépistage ou de prévention. La deuxième chose qui se fait jour, de plus en plus, c'est que les caractéristiques génétiques d'une tumeur ou d'un individu permettent soit d'avoir des thérapies ciblées, mais aussi, on l'oublie, d'avoir des marqueurs prédictifs, des sensibilités au traitement conventionnel. Quelques exemples, BRCA par exemple, on en a discuté hier, c'est un marqueur de sensibilité au sel de platine. Hein, donc vous voyez, il y a des choses très simples, il y a des marqueurs qui font que la radiosensibilité est particulière ou pas, grâce à cet examen des caractéristiques génétiques. J'aurais pu aussi citer la pharmacogénomique, hein, qui est le fait que certains médicaments vont être plus ou moins actifs en fonction du patrimoine génétique. Alors on revient quand même à notre sujet. Mais je voudrais quand même encore introduire une autre notion qui est très importante dans cette médecine prédictive ou personnalisée. Il ne faut pas perdre de vue qu'on a toujours une espèce d'équation avec 3 variables qui sont ce qu'on peut appeler la quantité du risque. C'est pas pareil d'avoir un risque de 10% et de 100% cumulé dans la vie. Donc il ne faut jamais perdre de vue cette quantité de risque, qu'elle soit exprimée en cumulé, en risque relatif. Il faut bien y regarder. Deuxièmement, la gravité du risque. C'est pas tout à fait pareil d'avoir un risque de cancer grave et je ne sais pas quelle pathologie, j'allais dire diabète, mais c'est mal choisi pour vous. Mais enfin, il faut tenir compte de la gravité. Est-ce qu'il y a un handicap? Est-ce que le pronostic vital est engagé? C'est le deuxième paramètre. Et le troisième est aussi fondamental. Est-ce qu'on a une possibilité de prise en charge derrière? Prévention médicale, chirurgicale, dépistage ou traitement de la pathologie une fois que c'est. Alors, si on me fait en simple, parce que 3 variables c'est difficile, on va les regrouper. Quantité et gravité, on va dire que c'est la valeur prédictive d'un test génétique. Et voilà où je veux vous amener, c'est que maintenant, c'est un exemple, un panel de pathologies génétiques. Et on pourrait représenter d'un côté la capacité d'intervention médicale, pour le bénéfice médical, et deuxièmement, la valeur prédictive, c'est-à-dire le combiné de la gravité et de la fréquence de votre maladie. Et donc si on fait ça, vous voyez un certain nombre de pathologies, on va les prendre schématiquement. Aujourd'hui, vous avez des marqueurs génétiques pour le diabète, d'accord? Pour la schizophrénie, pour certaines maladies cardiovasculaires, pour l'Alzheimer. Le problème, c'est que, à ma connaissance,
pas tellement d'intervention médicale validée. Pour l'Alzheimer, vous pouvez faire des sous toute votre vie, enfin, c'est pas sûr que ça marche. Vous pouvez éviter les cerises aussi toute votre vie pour le diabète, c'est pas sûr que ça marche non plus dans ce déterminisme. D'autre part, vous voyez que l'indice prédictif est faible. La probabilité pour ces personnes avec le facteur génétique, c'est 1,4 pour la schizophrénie. C'est rien par rapport à la population générale. Donc là, c'est un bon exemple. Alors, c'est vrai qu'il y a des sociétés commerciales, etc., qui ont un business derrière. Mais en termes de bénéfices médicaux, on n'a que dalle. Pour l'instant, ça viendra. Deuxième exemple, c'est très grave. La pathologie est très grave. Corée de Huntington, ici une mucoviscideuse, bien d'autres des pathologies très graves. Oui, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas les prendre en charge. Sauf que quand même, avec les progrès de la procréation assistée, on peut faire du diagnostic prénatal, on peut faire comme on le fait à Montpellier dans un centre de diagnostic préimplantatoire, éviter la naissance d'un enfant qui sera porteur d'une maladie grave incurable. Donc là, on a quand même une possibilité d'action, même si on n'a pas les outils de prise en charge de la pathologie. Intermédiaire, cancer du sein ou du côlon, le syndrome de Lynch par exemple, vous avez le gène, vous avez quand même 60 à 70% de probabilité de faire un cancer du côlon. La prise en charge est efficace, vous faites des coloscopies, c'est pas du 100%, pareil pour le sein avec l'IRM des seins, on est dans une situation intermédiaire, on a un risque de 60 à 70%, on a des possibilités de prise en charge. Et le dernier groupe, il est là. Alors ça, c'est fabuleux. Vous avez une probabilité de 100% de développer la maladie, et vous avez la parade absolue. Donc ça, c'est le cas idéal. Ben, figurez-vous que le gène RET, il se situe tout à fait là-dedans. La probabilité de faire la pathologie donnée par le marqueur est de quasiment 100%. Et puis vous avez la parade, certes, il faut enlever la thyroïde, et c'est fâcheux, mais enfin, vous évitez l'apparition d'une maladie grave. Donc voilà pour situer un peu ce prédictif, parce que quand on en parle, il faut quand même avoir en mémoire ces notions presque quantitatives du risque innocent. Je ne vais pas vous faire un grand topo sur le CMET, mais juste 2 ou 3 choses qui sont utiles en clinique. C'est à peu près 25% des CMT qui surviennent dans un cadre familial. Ça, c'est la notion numéro 1. Et numéro 2, il y a, dans notre jargon, une remarquable homogénéité génétique. Pourquoi? Parce que dans ces syndromes familiaux, il n'y a qu'un seul gène. On aimerait bien avoir ça pour le sein, pour le côlon, où il y a une multitude de gènes, dont plein qu'on ne connaît pas. Là, vous avez un familial, vous allez trouver la mutation quasiment à coup sûr. Donc ça, c'est une notion très intéressante aussi en valeur prédictive négative. Vous le savez, on va pas y revenir, il y a des regroupements syndromiques décrits historiquement, que vous connaissez certainement très bien. Ce qui est intéressant, c'est de voir que dans les CMET sporadiques, là, on n'est plus à des cas familiaux, mais à des cas isolés, vous retrouvez très souvent des mutations du gène RET. Et donc, ça suggère un rôle très important de ce gène dans la cancérogénèse. Quand il est muté, ça fait des cancers, mais quand il n'y a pas de mutation constitutive, vous retrouvez quand même les mutations dans la tumeur. Donc, on sait que ce gène a un rôle clé dans la cancérogénèse. C'est pour ça qu'on a développé des thérapies ciblées que vous présentera Patricia tout à l'heure. C'est le moment où Michel Mondin peut faire ses textos. Il y a 3 petites diapositives qui ne vont pas gagner. Ça, c'est le schéma de RET, c'est un gène tyrosine kinase avec une partie extracellulaire, intracellulaire, blablabla. C'est quelque chose qui va modifier des protéines préexistantes, des voies de signalisation de la cellule, la P3 kinase d'un côté, RAS-RAF de l'autre, qui sont des voies très importantes de signalisation, qui font proliférer en fait la cellule, et qui interviennent aussi dans d'autres fonctions comme la survie l'angiogenèse. Bref, ce gène est clé pour le contrôle de la prolifération de la cellule thyroïdienne. Il travaille avec ce qu'on appelle un corécepteur et il a comme ligand un certain nombre de protéines, dont des facteurs de croissance. Quand on a une mutation, vous voyez que sur ce truc, il agit en dimère, peu importe. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Quand il y a une mutation, les effets fonctionnels sont une espèce d'hyperactivation. Donc on arrive à une activation constitutive du signal de prolifération sur ces voies. C'est ça qu'il faut retenir. Ce sont des mutations activatrices
qui vont switcher le gène dans une position on tout à fait anormale. Mais la cellule va donc se mettre en voie de prolifération. Donc ça c'est un petit schéma, donc ça c'est toujours pareil, le récepteur, le corécepteur, et là vous avez la mutation, donc ça se passe pas bien, et on arrive à cette prolifération cellulaire. On revient à la clinique. Ça c'était court, hein, Michel. Voilà. Ça c'est la vision, parce qu'après on a continué à partir des mutations, très vite on s'est dit, tiens, telle mutation a des corrélations avec, par exemple, ce qu'on appelle le syndrome du Sippel, de Gorlin, c'est-à-dire il y avait plus d'hyperpara, ou il y avait plus de féo, tout ça. On a dit c'est une curiosité. Mais vous allez voir, le développement sur 20 ans nous permet d'intégrer ça pour la prise en charge. C'est-à-dire, de ce facteur prédictif, oui, non, il y a un risque de cancer médulaire. On va arriver à deux notions dans les diapositives suivantes. Il y a en plus un risque extra-thyroïdien, là ou là, en fonction de la mutation, ou bien le cancer médulaire peut être plus ou moins grave et survenir plus précocement. Donc au-delà de l'information oui-non, on va maintenant se servir d'une modulation de l'information portée par la génétique pour la prise en charge. Donc ça c'était l'image il y a quelques années, elle est toujours vraie. Mais là où on allait beaucoup plus loin, c'est qu'on s'est rendu compte que ce n'est pas seulement la localisation sur un codon qui faisait le phénotype, c'est que sur un codon, suivant la mutation, vous pouvez avoir un phénotype différent et une agressivité tout à fait différente. Par exemple, le 804 peut donner un phénotype plutôt sympa, on l'a dans certaines familles, conçues conjointement, et puis certaines mutations 804 sont très agressives. Et ça, maintenant, c'est un fait bien établi. Et ça va se transcrire dans les recommandations. Vous voyez, on va très loin dans ces trucs, on a bien sûr passé ces catalogues, mais ça, c'est les recommandations de l'Association américaine de la thyroïde. On a classé ces mutations en 4 groupes, et en fonction du type de mutation, on a fait des recommandations. Vous voyez que les mutations les plus agressives, il va falloir faire une thyroïdectomie au plus tôt. Non seulement ça arrive tôt, mais c'est grave dans ce type de mutation. Certaines autres, on va pouvoir les suivre en certains temps, on va pouvoir délayer la thyroïdectomie. Donc on a pu grader comme ça et moduler le conseil clinique. Alors il est un petit peu différent, ça c'est l'association nord-américaine qui a classé en 3. Bref, c'est quand même à peu près le même concept. Bon, il me reste 2 ou 3 minutes. Pas oublier la valeur prédictive négative. Puisqu'on a 95% de forme familiale, cette valeur prédictive négative s'exprime 1. Si vous avez un cancer médulaire isolé de la thyroïde, il faut faire un RET. Ça ne coûte pas cher, c'est important. Et parfois, on ne voit pas forcément l'histoire, donc c'est mal appris. Vous le faites. Si c'est négatif, vous pouvez rassurer le patient. C'est un cas isolé, une mutation qui n'existe pas, vous pouvez rassurer le patient pour sa descendance. Vous avez une mutation familiale, vous testez les apparentés. L'apparenté est négative, vous n'avez plus, alors au revoir. Vous lui dites au revoir, on est très heureux de vous connaître. Donc ça, cette valeur prédictive négative est particulièrement forte ici. Dans le cancer du sein, vous êtes dans une famille BRCA, c'est négatif, il vous reste le risque de la population générale. Donc vous voyez, c'est particulier dans cet exemple du médulaire. J'ai pas pu résister à un moment comme ça, je me disais, il y a quand même l'endocrinologie. C'est quand même une spécialité à flèche. On dira ce qu'on voit. Ça, c'est les recommandations de la SFE pour faire les tests. Alors, moi, ma recommandation, si vous avez une question comme ça, c'est d'appeler Isabelle Ranger, parce que c'est tout ça. Voilà. Enfin, médecine personnalisée, ça va être le sujet de ça, donc je ne veux pas le déflorer. Simplement, on reprend cette voie de signalisation. On a des inhibiteurs aujourd'hui de tyrosine kinase, vous savez qu'on les utilise beaucoup en cancérologie pour le poumon, etc. Et on en a un qui marche bien, il y en a deux même, qui marchent bien dans les cancers médulaires, le vandatanib. Vous avez ici l'image d'un PET scan d'une personne métastatique à 40 ans. Vous voyez qu'on peut avoir des réponses quand même extrêmement significatives. Voilà, RED, c'est donc un exemple en ce qu'on appelle la médecine de précision, comme on veut. C'est lié à d'un côté la progression des connaissances.
Je rappelle que les premières familles étaient reliées à la génétique et au gène RET, c'est dans les années 90, hein, c'est pas si vieux que ça. Aujourd'hui, il y a des progrès technologiques tels que le test génétique ne souffre d'aucun problème technique. Et puis derrière, il y a l'émergence des thérapies ciblées. Et je finis avec 3 messages. RET, c'était le premier gène de prédisposition héréditaire qui a été d'application clinique. Il y en a bien d'autres, hein, vous avez vu les développements sont très importants derrière. Il y a cet intérêt particulier du test chez les apparentés, mais aussi chez la personne malade pour savoir si elle a des atteintes extra-thyroïdiennes ou pas. Et puis il y a ces perspectives de médecine personnalisée. Je vous remercie de votre attention.